Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un rebond assez général sur les actions européennes à mi-séance. 70% environ des composantes du stock 600, le grand indice large européen, sont en territoire positif sur cette première partie de séance en Europe. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen, alors que les investisseurs digèrent un certain nombre de publications de résultats en Europe, notamment dans le secteur bancaire par exemple. Le marché prête attention aux résultats publiés par HSBC, Santander ou encore UBS. Et puis sur le grand marché des devises, évidemment, les mouvements commencent à accrocher l'œil. On a un véritable ajustement qui se fait sur les grandes parités de devises depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, avec une puissance du dollar, une tendance haussière du dollar contre toute devise qui écrase tout sur son passage. On le voit notamment à travers la parité euro-dollar qui passe sous 1,07 aujourd'hui, ce qui nous ramène sur les plus bas techniques qu'on avait testés au cours de la crise pandémique, au plus fort de la crise pandémique, même au cours du mois de mars 2020. Situation qui reflète bien sûr les inquiétudes générales des investisseurs. Le dollar reste quand même la monnaie refuge par excellence. Et puis face à cela, des inquiétudes macroéconomiques qui ne cesse d'augmenter, de s'accumuler sur la partie européenne bien sûr, avec le choc de matières premières, le choc lié à la crise géopolitique générée par l'invasion russe de l'Ukraine, et puis des inquiétudes également sur la situation chinoise. On l'évoque depuis plusieurs jours maintenant, mais là aussi la gestion de la crise sanitaire, l'enlisement de la crise sanitaire en Chine ne fait qu'augmenter le niveau d'inquiétude qu'on peut avoir sur la croissance chinoise pour cette année 2022, année clé, je le rappelle, qui doit voir la réélection du président chinois Xi Jinping à l'occasion du 20e congrès qui se tiendra à l'automne prochain. Voilà pour le schéma de marché, le paysage de marché aujourd'hui. Parmi les grandes publications attendues par les investisseurs ce soir après la clôture du marché américain, le coup d'envoi des publications des GAFAM avec Microsoft et Alphabet Google qui tireront les premiers après la clôture de Wall Street. Et nous parlerons justement de stratégie action US spécifiquement avec Éric Lafrenière, gérant action américaine chez Richelieu Gestion, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Rebond général à mi-séance en Europe, tous les secteurs européens sont dans le vert. Les infos clés du jour, c'est avec Alix Nguyen. Après une baisse importante hier, le CAC reverdit et s'inscrit dans le sillage de Wall Street. Les 3 grands indices new-yorkais ont rebondi en fin de séance, soutenus entre autres par le rachat de Twitter par Elon Musk pour 44 milliards de dollars, mais aussi par des achats à bon compte sur les valeurs technologiques. À noter qu'Alphabet et Microsoft publieront dans la soirée. Meta Platforms, Amazon et Apple s'y attelleront mercredi et jeudi. On relève cependant que le confinement redouté de la ville de Pékin pèse toujours sur la tendance. Le CSI 300 des principales valeurs cotées à Shanghai et Shenzhen a repris jusqu'à 1,5% avant de terminer sur un repli de 0,8%, et ce au lendemain d'un plongeon de près de 5%. Le marché a pris acte de la décision de la Banque populaire de Chine de réduire de 100 points de base les taux des réserves de change obligatoires des banques commerciales. L'institution s'est par ailleurs engagée à promouvoir une orientation stable et saine des marchés financiers. La séance d'aujourd'hui sera aussi rythmée par une série d'indicateurs américains que sont les commandes de biens durables de mars, l'indice de confiance des consommateurs pour le mois d'avril et les ventes de logements neufs de mars. Pour l'heure, la tendance est soutenue par de bonnes publications d'entreprises en Europe, dont celle du secteur bancaire, après les profits supérieurs aux attentes d'UBS et de Banco Santander. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale en profitent. Les 19 indices sectoriels Stoxx 600 sont dans le vert. Orange est stable à l'instar de ses ventes. Au premier trimestre, le géant des télécoms a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 0,7% sur un an. Le titre d'M6 est en hausse. Le groupe dévoile des résultats trimestriels qui progressent, bien que toujours inférieurs à leur niveau d'avant la crise sanitaire. Le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 8,7% sur un an à 322,5 millions d'euros. Forvia ex-Forestia progresse. Le groupe annonce la suspension de l'augmentation de capital qu'il prévoyait au premier semestre.
trimestre. Si les ventes de l'équipementier ont été dopées par l'intégration en février de l'allemand ELA dans ses comptes, elles font aussi les frais de la guerre en Ukraine et de la résurgence du Covid en Chine. Et puis Orpea recule. Le gestionnaire d'EHPAD privé annonce reporter au 13 mai la publication de ses comptes annuels, invoquant les circonstances exceptionnelles actuellement traversées par la société. Tendance, mon ami, c'est le point quotidien sur les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Et c'est Arnaud Faller qui est avec nous pour entamer cette émission de la mi-journée. Par téléphone, le directeur des investissements de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud, merci d'être avec nous. La dimension globale macro dans les marchés soulève pas mal d'interrogations, pour ne pas dire d'inquiétudes, en ce début de deuxième trimestre. Parmi les sujets très immédiats qui attirent l'attention des investisseurs, la question chinoise, avec une question sanitaire et une question économique, bien sûr. Que dire de la situation économique et sanitaire chinoise à ce stade, et est-ce que cette situation doit renforcer encore le niveau d'interrogation, voire d'inquiétude qu'on peut avoir pour la croissance mondiale cette année, Arnaud? Effectivement, c'est un point clé en ce moment, la Chine. Donc sur le front sanitaire, la situation semble assez compliquée. On a vu un confinement assez strict à Shanghai, donc avec des conséquences assez importantes sur le trafic maritime aussi. Et on voit en ce moment donc il y a un élargissement des zones de test. On parle de 11 quartiers à Pékin, où on redoute aussi un confinement total. Donc on voit déjà les conséquences sur la croissance, puisque il y a des révisions en baisse sur la croissance chinoise, donc le FMI parle de 4,4, et surtout on voit aussi une révision en baisse de la croissance intrazone, parce qu'on sait très bien que un des points clés pour la Chine, c'est aussi la croissance au sein de la zone Asie. Et là, c'est le FMI qui parle d'un ralentissement global. On parle avec des révisions vraiment non nulles, puisqu'on parle de 6,5 l'année dernière à 4,9 pour 2022. Alors, il n'y a pas d'effondrement, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des mesures prises par les autorités, aussi bien le gouvernement que la Banque centrale. Au passage, la Banque centrale prend des politiques plutôt mesurées, donc baisse des taux, mais de manière très très mesurée. Le gouvernement parle d'aide du côté de l'offre, avec des baisses d'impôts notamment pour les PME, mais les marchés financiers, ils attendent aussi des mesures du côté de demande, parce que la consommation, il y a des craintes sur le fait que la consommation ne remonte pas après les mesures de confinement avec lesquelles on assiste aujourd'hui. Et on voit d'ailleurs la crainte sur les marchés financiers, parce que l'ensemble des matières premières rebaisse un peu depuis quelques jours. Il y a pas, le pétrole, on le voit, rebaisse un peu aux alentours de $100, mais il y a les autres matières premières, les métaux rares, le palladium, etc. Alors, d'ailleurs, il y a eu des conséquences sur les taux, puisqu'on voit que les taux américains ont rebaissé depuis. On était à 2,95, là on est un peu sous les 2,80 sur le 10 ans, avec d'ailleurs une courbe assez flat entre le 5 et le 10 ans. Il n'y a pas non plus, c'est l'ensemble de la courbe qui se translate, même si le 5 ans est un peu plus élevé que le 10 ans. Mais pour autant, il nous semble, nous, au sein de la maison CPRM, que les pressions haussières sur les taux devraient encore revenir. Pourquoi ? Parce qu'évidemment que la Fed va maintenir son discours très très vif, et visant à réduire les politiques d'accommodement, donc que ça soit par des hausses des taux. Donc Powell a ouvert la porte à une hausse de 50 points de base. Même Bullard évoquait un moment même plus, 50-75. Et puis on parle évidemment, c'est la réduction de la taille du bilan qui est évidemment le plus important en effet. Donc c'était Brennard qui avait parlé de 5 avril d'un rythme plutôt autour de 100 milliards de dollars par mois. Alors il faut se rappeler que dans les autres périodes, c'était plutôt 50 milliards, 2017-2018. Avec une conséquence très nette, c'est la remontée des taux réels. Il faut se rappeler que il n'y a pas que les taux nominaux qui montent, mais les taux réels. Or, les actifs risqués sont encore plus sensibles aux taux réels qu'aux taux nominaux. Et le taux réel, par rapport au début de l'année, il a monté de 100 points de base. Donc, on est quasiment à zéro aujourd'hui aux États-Unis. Et donc, ça fait effectivement une pression baissière sur les actions. En
encore plus sur les actions de valeur de croissance que valeur value, mais pour autant sur l'ensemble de la classe d'actifs actions. D'ailleurs, il faut se rappeler qu'on avait bénéficié d'une revalorisation des multiples actions, les PE, à la descente des taux, à la remontée de taux. On devrait avoir de manière un peu symétrique aussi une baisse des PE. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Il y a encore beaucoup d'épargne qui se mettent sur les actions et pour l'instant, les valorisations restent un peu tendues. Il faudra surveiller bien ce point. Côté zone euro, la BCE, donc il y a eu des années de traction. On parle de 2 hausses des taux. Le marché voit même plutôt 3 hausses. Faut bien voir qu'effectivement l'inflation, pour l'instant, chaque chiffre d'inflation est sorti un peu au-delà des attentes, quoi. Donc depuis plusieurs mois. Donc c'est probable que la BCE 2 voire 3 hausses, parce que de manière générale l'inflation reste là. C'est le point majeur qui est évidemment d'inquiétude. Au-delà des matières premières, vous avez souligné, qui portent quand même sur une grande partie de la cote, que ce soit la consommation cyclique stable, même maintenant, l'industrie évidemment. Mais au-delà de ces secteurs-là, l'ensemble du marché du travail, notamment aux États-Unis, devient au-delà de tendu. D'ailleurs, Powell a commencé à parler de malsain, c'est-à-dire que il n'y a plus du tout de marge de manœuvre. Ouais. D'ailleurs, les entreprises, aux 3/4, disent qu'ils ont augmenté les salaires au premier trimestre. C'est le taux le plus élevé depuis 40 ans. Et il y a quasiment 2/3 des entreprises qui disent qu'ils ont revu à la hausse bien plus que prévu leur budget salariaux pour la totalité de 2022. Donc les craintes vont... Donc il faut que la Fed intervient et va communiquer assez vite sur les marges des 50, les premières marches de 50 points de base. Certes, la crainte sur la Chine peut faire en sorte que à court terme les taux marquent un tout petit peu le pas, mais on a l'impression que ça peut aussi revenir assez vite. Vous dites l'instabilité économique chinoise, pour parler simplement, c'est pas encore un sujet suffisant face à l'inflation, face aux tensions du marché du travail américain qui pourrait amener la Fed à réviser peut-être sa stratégie. On n'en est pas là. Exactement. Ouais. Ça sera peut-être dans un deuxième temps, c'est-à-dire pour 2023. C'est-à-dire qu'effectivement, pour l'instant, le marché voit comme taux cible pour la Fed 3,40, 3,45 en juin 23, avec un certain plateau, parce que une descente assez douce, si on peut dire, jusque 2025, pour redescendre un peu plus bas. Mais c'est vrai que c'est peut-être la remise en cause du plateau qui pourrait revenir si jamais il y a des craintes de ralentissement plus marqué encore plus en Chine pour 2023. On va d'abord monter, c'est à peu près certain, et en revanche, le rythme de la descente va dépendre des perspectives plus macro à ce moment-là. Voilà. Sur le plan de l'investissement, Arnaud, vous l'avez souligné, effectivement, de voir... Alors, il y a plusieurs manières de regarder les taux réels, mais effectivement, des taux à 10 ans américains ajustés, des anticipations d'inflation qui reviennent quasiment en territoire positif. Est-ce que ça change la donne pour l'investisseur global en matière d'allocation d'actifs ? Pour l'instant, effectivement, on regarde d'abord les valorisations, qui devraient rebaisser à cause de la remontée des taux réels, et les bénéfices. Alors, la saison des bénéfices qui s'ouvre, donc vous avez souligné, il y a Microsoft et Google ce soir. Elle arrive au moment où en fait le premier trimestre est compliqué à étudier de A à Z, étant donné qu'il a été effectivement janvier-février, il y a peut-être eu des bons mois, et en fait mars, un sérieux coup d'arrêt, en tout cas une remontée des prix des matières premières très vives, qui fait que les marges de fin de trimestre sont très loin des marges de fin d'année dernière. Et donc pour l'instant, il n'y a pas tant de révision en baisse de la part des analystes. On voit encore, ils disent encore aux alentours de 8% sur la progression de bénéfices 2022 par rapport à 2021, par exemple aux États-Unis. Simplement, il y a de plus en plus de fragilité sur les perspectives données par les sociétés. Et donc, ça nous incite aussi à la prudence, remontée de taux réels, baisse de multiples et les bénéfices qui pourraient être un peu plus fragile pour les trimestres à venir, fait que même si on a en tête qu'il y a beaucoup d'épargne, même si on a en tête qu'il y a beaucoup de rachats d'actions de la part des entreprises qui ont du cash encore,
il y a peut-être certainement d'autres meilleurs moments pour hisser la voilure sur le marché action, et d'où l'incitation qu'on a à rester prudent, sans catastrophisme, comme on l'a rappelé, parce qu'il y a de l'épargne, parce que malgré tout, là, pour l'instant, les indicateurs d'ailleurs d'activité ou le PMI d'activité restent assez bien orientés, mais devant nous, il y a quand même pas mal de nuages. Donc plus de prudence avec des stratégies optionnelles qui ont joué au cours de la semaine dernière plutôt bien leur rôle. Beaucoup plus sur les pays, d'ailleurs investissement plus sur les pays développés que sur les pays émergents. On a parlé de la Chine, pour l'instant on n'a pas l'impression qu'il y a des grands points d'entrée clairs. Mais c'est vrai pour l'Asie de manière générale. Donc plus des pays développés, mais pour autant même en position d'attente pour garder du cash pour réinvestir plus tard, quand il y aura moins de nuages, quand les taux, ça sera clair que le niveau des taux soit... Pour l'instant, même le niveau des taux, on pourrait se dire, est-ce que c'est encore un moment important pour revenir, un moment opportun? Il nous semble que c'est trop tôt, c'est pas encore très stable, et puis on a vu on a vu la force de la Fed. L'idée, c'est pas de se mettre face à cette force-là. Donc il y a encore matière à attendre, aussi bien côté action que du côté taux, du côté investissement. Ouais, très clair. Prudence, effectivement, en attendant de voir un peu de stabilité peut-être, notamment sur le plan des politiques monétaires. Merci beaucoup Arnaud. Arnaud Faller qui est avec nous par téléphone, directeur des investissements de CPR Asset Management. Et poursuivons cette discussion de marché sur la partie américaine, notamment nord-américaine au sens large, mais américaine en particulier, avec Éric Lafrenière, gérant Action US chez Richelieu Gestion. Bonjour Éric. Bonjour. Oui, gérant Action nord-américaine. N'oublions pas que vous êtes également investi sur la partie canadienne, par exemple, Éric. Oui, un petit commentaire, là, on a décrit un peu la situation avec Arnaud Faller, mais sur le plan macro-monétaire, en ce qui concerne les États-Unis, bon, le constat qu'on dresse, c'est que le degré d'agressivité de la Réserve fédérale américaine continue d'augmenter, et on l'a vu encore la semaine dernière à travers multiples communications de banquiers centraux américains, par exemple, à l'occasion des rencontres du FMI. Tout à fait, et encore une fois, moi je suis assez favorable à ce discours. Je pense que c'est aujourd'hui que la Fed doit en profiter pour essayer, de stabiliser et de réduire l'inflation, donc d'aller fortement maintenant quand l'économie américaine est quand même plutôt en bonne santé, et de se garder de la marge de manœuvre pour plus tard. Donc je pense que c'est le moment de le faire, et qu'on ait 3 voire 4 hausses de 50 points de base consécutives n'est pas totalement absurde. En tout cas, me semble plutôt logique. Et d'ailleurs, le marché le price plus ou moins. Donc c'est déjà en grande partie dans les cours, donc c'est pas un événement qui, en tout cas à ce stade, ne m'inquiète particulièrement. Beaucoup d'investisseurs raisonnent un peu de cette manière. C'est-à-dire, plus la Fed se montre hawkish, agressive, et c'est le cas encore jusqu'à aujourd'hui, plus je vois des investisseurs qui commencent à dire la Fed ne délivrera pas tout ce qu'elle semble indiquer ou semble communiquer, signaler au marché. Est-ce que vous attendez, vous aussi, à un moment, un virage en termes de communication de la part de la Réserve fédérale américaine, et qu'est-ce qui pourrait amener effectivement peut-être un renversement dans le ton de la Réserve fédérale américaine entretenue vis-à-vis du marché? Donc ce qui est clair, c'est que déjà elle n'a pas une mission qui est très facile, parce que l'idée c'est de réussir à calmer, stabiliser cette inflation sans tuer la croissance. Donc on se balade entre un risque de surchauffe et un risque de récession. Donc il faut trouver le juste milieu et rester bien calé dans son discours. Donc le fait d'attaquer encore une fois tôt est plutôt la bonne solution. Aujourd'hui, on voit que les CPI, donc les indicateurs d'inflation, notamment le month-on-month sur le corps, étaient plutôt un petit peu en dessous de ce qu'on pouvait attendre. Est-ce qu'on aura confirmation? Donc c'était les chiffres de mars, donc on aura en mai les chiffres d'avril et tout début juin, je crois, avant la réunion de la Fed, les chiffres de mai. Donc il y a encore 2 CPI à venir avant la grande réunion du mois de juin de la Réserve fédérale américaine. Donc ça, c'est plutôt un élément qui nous donnera un peu de visibilité sur les aspects inflationnels.
inflationniste. On a quand même des indicateurs de sentiment de marché qui vont arriver. Notamment, on a aussi les effets stock. On a eu la Fed d'Atlanta qui a quand même communiqué sur le fait qu'on voyait un petit ralentissement un petit peu au niveau économique. Donc l'idée, ça sera vraiment de réussir à piloter cette hausse des taux pour stabiliser encore l'inflation, tout en maintenant un niveau de croissance qui est satisfaisant. Et je pense, en tout cas à ce stade, nous, on a envie de faire confiance à la Fed dans ce discours-là. Après, sur un niveau d'allocation action, on est plutôt sur un niveau neutre aujourd'hui. Donc on partage en partie les inquiétudes de votre autre invité. Et par contre, en relatif sur la partie action, aujourd'hui, nous, on a quand même un biais assez fort sur les États-Unis. Aujourd'hui, on a un manque de visibilité en Chine. On a eu une politique Covid qui était quand même assez différente des pays occidentaux. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain nombre d'inquiétudes. On le voit avec Shanghai, on le voit avec Pékin. Donc aujourd'hui, on a un manque de visibilité. L'Europe, on a une inflation, mais qui est totalement différente de l'inflation qu'on peut avoir aux États-Unis. Elle est très importée, notamment par les matières premières. La hausse du dollar, parce que les matières premières sont échangées principalement en tout cas en dollars. Et on a ces inquiétudes liées à l'invasion de la Russie en Ukraine, pour laquelle on n'a pas aujourd'hui d'éléments de sortie. Et puis on n'a pas la même inflation salariale aussi. Alors, je sais que c'est un risque pour les banquiers centraux, mais en attendant, c'est ce qui permet aussi aux consommateurs américains de garder un peu la tête hors de l'eau. Exactement. Et donc on préfère aujourd'hui les États-Unis. Certes, on est en phase de durcissement de politique monétaire, mais plutôt pour des bonnes raisons. Vous parliez du consommateur. On constate qu'aujourd'hui, les hausses salariales sont plutôt concentrées sur les plus bas salaires, ce qui leur permet un peu plus facilement d'absorber le choc inflationniste. Et deux, c'est surtout que les réserves sur les comptes à vue des consommateurs américains aujourd'hui sont quand même largement supérieures à ce qu'on pouvait avoir historiquement et sur les crises, et ce qui leur donne encore un peu de capacité à encaisser cette inflation qu'on voit au niveau de l'essence, de l'alimentaire. Il y a encore un matelas de ce point de vue-là. Oui, pour nous, il y a encore un matelas de ce point de vue-là, et ce qui fait qu'en relatif, on continue de privilégier ce marché-là, avec aussi l'effet dollar, bien entendu, près de 6,2% de hausse depuis le début de l'année. Donc pour un investisseur européen, ça donne un deuxième coussin dans la diversification. L'autre grande partie dans l'actualité des marchés en ce moment, ce sont les résultats des entreprises, avec tout ce qui va avec, notamment les communications, les perspectives, les enjeux détaillés par les différents managements. Bon, on a déjà eu un premier échantillon depuis quelques semaines aux États-Unis. Est-ce qu'il faut en retenir des enseignements particuliers, Eric? Et puis, la semaine va être majeure avec les résultats des GAFAM, à commencer ce soir par Microsoft et Alphabet Google. On peut également se focaliser un peu sur ces big tech américaines. C'est vrai que quand on voit la tête du Nasdaq qui est encore proche d'une baisse de 20% par rapport au pic du mois de novembre, vu le poids de ces valeurs, on se dit non seulement il faut que les résultats soient bons, mais il faut en plus que les résultats enthousiasment suffisamment le marché pour permettre de tenir quand même sur les niveaux actuels. Oui, donc plusieurs éléments. Donc sur les publications qu'on a eues depuis le début de cette période Q1, globalement, on a plutôt eu des surprises quand même favorables. Je crois qu'on est autour de 80% de surprises favorables. Les réactions en termes de variation de prix sont un peu moins que ce qu'on a pu connaître historiquement, mais quand même pas trop mauvaises, à l'exception de Netflix, si vous voulez, on en parlera après, mais c'est un élément un peu à part pour moi. Aujourd'hui, les attentes sont très fortes sur le secteur de l'énergie. Donc c'est là qu'on attend les plus fortes progressions en termes de résultats, drivés en grande partie par l'évolution du prix du pétrole. Faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on était en cours négatif sur le pétrole. Et ce qui est intéressant, nous étions à une conférence aux États-Unis où il y avait environ 300 sociétés qui présentaient. On n'a pas pu voir tout le monde, mais on a pu en voir un certain nombre. Et un des éléments que nous, on surveillait avec attention autour du pétrole, c'était l'évolution du nombre de puits en production aux États-Unis. Et on voit par rapport au rebond qu'on a pu avoir par le passé, que la progression des nouveaux puits est beaucoup plus lente. Et c'est une question qu'on a eu l'occasion de poser à un certain nombre d'intervenants, dont Pioneer, qu'on ne détient pas en portefeuille, mais avec qui on... Grand acteur du shale, on va dire, exactement, aux États-Unis. Et le discours était relativement simple. Ça fait presque 2 ans qu'ils communiquent à leurs investisseurs qui vont être beaucoup plus prudents en termes de CAPEX et beaucoup plus sélectifs dans leurs projets et donc avec une politique de retour à l'actionnaire beaucoup plus forte, que c'est pas parce que si aujourd'hui le pétrole est à $100 et qu'on accélère et qu'on ouvre les vannes, ils perdent une certaine crédibilité auprès de leurs investisseurs. Ils ont appris du passé de ce point de vue-là. A priori, ils semblent avoir appris et c'est vrai qu'on attend des retours à actionnaires en termes de dividendes, voire de buyback qui sont assez importantes, notamment dans ces sociétés-là. Donc je vois, même s'il y a une pression politique assez
assez forte de Biden pour relancer la production. C'est pas l'état d'esprit des grands acteurs du shale américain. Ça ira progressivement, je pense. Donc c'est un peu c'est cash flow first, quoi. Exactement. Et pour l'actionnaire, alors, ça reste un bon secteur dans lequel il faut être investi ou pas? Nous, on y était, donc c'est à environ 3% du S&P aujourd'hui. Donc nous, on en a eu 10% fin d'année dernière, jusqu'à fin mars de cette année. Surtout dans notre poche cœur, vous savez, dans notre fonds, on a une poche cœur croissance du dividende. Et c'est vrai qu'on retrouve des sociétés comme Chevron ou comme Canadian Natural Resources qui ont des longs historiques de croissance du dividende et qu'on a eu en portefeuille. Par contre, on avait d'autres acteurs moins sur cette partie dividende avec Whitecap au Canada, entre autres. Donc nous, on a tout vendu. Sans doute une semaine ou deux trop tôt, peut-être 3 semaines trop tôt. On a tout sorti la partie énergie fin mars pour quelques raisons. C'est qu'à partir d'un certain niveau de pétrole, la corrélation à la hausse est beaucoup moins forte qu'elle ne l'est sur les phases intermédiaires et que même si on a des visions de pétrole quand même relativement élevées puisqu'il n'y a pas eu de capex pendant un certain temps sur ce secteur, que la demande reste forte, que pour le moment OPEP+ est une discipline assez forte dans son retour, on pense qu'il y a le risque, il est plutôt en tout cas qu'il y a des meilleures choses à gagner ailleurs et que si jamais on venait qu'avoir une correction sur le pétrole, la corrélation à la baisse serait beaucoup plus forte. Donc on est aujourd'hui totalement absent de ce secteur qui représente environ 3% de l'indice. Donc, ensuite, vous parliez des résultats des big tech c'est aujourd'hui. Ça qui est intéressant, c'est qu'on va avoir deux mondes. Il y a Chevron Exxon qui publie en fin de semaine. On va avoir Big Oil et Big Tech. Exactement. Donc Big Oil, on a laissé de côté pour l'instant. Pour l'instant, en tout cas, c'est ça. Les 10% de pondération que vous aviez ne sont plus aujourd'hui. Dans le portefeuille. Qu'en est-il des Big Tech Donc, on avait commencé l'année avec environ 9% de la tech au sens large, pour un indice environ à 27%. Les GAFAM, c'est une vingtaine de pourcents à peu près dans l'indice. On est aujourd'hui rebenchmarké, on l'a fait en 2 fois. On l'a fait sur la première correction de mai, où le Nasdaq était moins 15, moins 16%. Ce sont pour nous des points de renforcement. Donc on avait commencé à remettre un petit peu de valeur de croissance, de valeur de la tech dans le portefeuille. Où on a été un petit peu surpris, c'est que sur la crise ukrainienne, comme beaucoup, on ne pensait pas que M. Poutine allait effectivement envahir, ce qui a remis une deuxième couche d'inflation quelque part, refait accélérer les taux. Donc on a eu un bon mois de mars quand même sur la tech, mais aujourd'hui on a de nouveau ces inquiétudes. Donc on a remis une deuxième couche pour se remettre. Après, en termes de valeur GAFAM, nous on n'en a que 2 en portefeuille. On a Amazon et on a Microsoft, parce que Microsoft a maintenant cet historique suffisamment long de croissance du dividende pour intégrer notre poche cœur. D'accord. Donc sur Microsoft, qui publie aujourd'hui, on attend une progression des revenus autour de 18%, principalement drivé par Azure et la partie Office via le cloud. Le sujet peut-être d'attention ou d'inquiétude qu'on peut avoir sur Microsoft, c'est la partie Windows, avec le ralentissement des ventes de PC aux particuliers qui pourrait attirer son attention. Après, on n'a pas d'Alphabet nécessairement, en tout cas dans le fonds Richelieu America. On peut l'avoir dans certains portefeuilles de clients privés. Et là aussi, on attend une croissance de 24% des revenus, drivée par la partie publicitaire, le métier traditionnel, YouTube. La seule peut-être inquiétude côté Google, c'est qu'on avait eu un Q1 particulièrement bon l'année dernière, plus de 35% de croissance des revenus. Et une base de comparaison difficile. Peut-être un peu plus difficile. Voilà. On suivra ça après la clôture et la réaction de marché aussi, très importante effectivement dans un contexte de fragilité du Nasdaq, toujours, on va dire ça comme ça. Et il nous reste 30 secondes pour dire un mot d'Elon Musk et de Twitter. Je vous laisse répondre à la question que vous voulez d'ailleurs sur ce sujet, parce que c'est vrai que c'est la grosse headline du moment, parce que c'est Elon Musk, parce que c'est Twitter. Donc on peut se poser plein de questions sur le raisonnement derrière l'acquisition. Après, côté valo, on voit que fin d'année, ça valait encore autour de $70, mais l'année dernière, ça valait près de $80, à $54,20. Est-ce que c'est une bonne affaire ? Sans doute. Sans doute. Après, il faudra voir comment les innovations qu'il va réussir à mettre en place. Il sera clairement moins embêté parce que la boîte ne sera plus cotée, donc il pourra vraiment faire ce qu'il veut, quoi. Donc, Oui, Elon Musk prend le contrôle de Twitter. Ça fait partie des grands deals de ce début d'année qui, effectivement, sont entretenus par un buzz médiatique parce que c'est Elon Musk et parce que c'est Twitter. Il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup, Eric. Eric Lafrenière qui était avec nous pour évoquer la situation des marchés américains et parler de stratégie d'investissement sur ce marché américain, nord-américain en général et le marché US en particulier. Eric Lafrenière qui est gérant action américaine chez Richelieu Gestion, invité de la mi-journée de Smart Bourse. Voilà pour cette édition. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart pour une nouvelle heure d'antenne.